Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 B-Boy Laos, aka l'architecte du breakdance, comment ça va? Ça va bien, tranquille. Mais toi, ça va? Ça va, tranquille. On est très content de te recevoir et avant de démarrer la conversation et de poser la première question, je rappelle juste à ceux qui nous écoutent que le podcast s'appelle Sweep, qu'il est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Deezer. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on est avec David, avec B-Boy Laos, et merci de nous dédier 1 heure de ton temps. Est-ce que pour commencer tranquillement, tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, donc B-Boy depuis 28 ans, je pense. Enfin, j'ai commencé en 1993, donc j'ai pas fait le calcul, hein. Faites le calcul. Et donc je vais me présenter, région parisienne, Créteil, dans le break depuis toutes ces années, j'ai jamais lâché, même si à la base j'avais juste fait ça, comme un petit passe-temps. Finalement, c'est devenu mon activité principale. Ça fait vraiment plus de la moitié de ma vie que je danse. Toujours passionné. Et on rentre quoi? On rentre dans les détails de comment j'ai Ben commencé écoute, et compagnie? si tu veux, on peut rentrer dans les détails. Vas-y, comment t'as commencé? Allez, petite biographie, hein, petite biographie, on va commencer par le début, par la genèse. La genèse de plein de gens de ma génération, c'est la même genèse en fait, hein, c'est HIP, HOP qu'on a vu à la télé. Moi j'avais 7 ans, je vois Sydney, donc je suis tout petit, je vois des gens tourner sur le dos, je kiffe. Et ça nous part directement à nous les enfants à cette époque-là, donc on a tous essayé de tourner sur le dos. Et le mouvement magique, c'était la coupole. Mais c'est resté dans ma tête là, la coupole. Je dis, ce truc-là, un jour, il faut que je sache le faire. Et c'est avéré qu'en 1993, je rencontre des gens et il y a un gars, il me fait une coupole. Et je fais, mais c'est ça que je veux faire depuis toutes ces années. Et il m'amène dans une salle et dit, ouais, ici tu peux t'entraîner, c'est gratuit. Juste tu dis que tu es motivé, ils vont te montrer des trucs. Je rentre dans la salle, je me présente et tout, je vais apprendre le break, je vais apprendre à faire la coupole. Et cette salle-là, c'était la salle où les actuels forces y répétaient. Donc il y avait Karim Barouche, il y avait Gabin, il y avait Ibrahim Dembélé. Donc j'ai une chance de ouf. Je les connaissais pas à l'époque. Je dis, oh, bah, c'est cool. Et finalement, j'ai une chance de ouf de tomber sur eux. Parce qu'en fait, j'étais proche du frère de Karim. Je traînais avec lui à l'époque. Lui, il faisait du graphe. Et c'est lui qui m'a parlé de son frère. Il m'a dit, ouais, mon frère, il break. Tu peux lui demander, tu viens de ma part. Voilà, 1993, je voulais juste faire Coupole. Une fois que j'avais Coupole, je voulais juste faire Thomas. Après, je me suis dit, bon, une fois que j'ai Thomas, c'est bon, je peux arrêter le break. Finalement, à chaque fois, il y a des trucs qui, non, ça, je veux ça, non, je veux ça. Et petit à petit, il y a plein de détails sur lesquels je me suis intéressé. J'ai rencontré des danseurs qui m'ont influencé. On pourra en parler plus tard parce que c'est un chapitre à part entière, les influences. Et il y a commencé à avoir ce truc de créativité par rapport à ces danseurs que j'ai rencontrés. Le truc s'arrêtait jamais, quoi. J'étais à l'école et je pensais à des directions. J'ai testé les directions chez moi et après, quand on était à l'entraînement, j'ai testé avec l'énergie. Et jusqu'à maintenant, je suis plus ou moins dans la même logique. Et du coup, aujourd'hui, après tant d'années, c'est quoi là que t'as envie de savoir faire? C'est quoi le prochain truc là? Hein je sais pas, il y a des thématiques que je fais des fois parce que je m'entraîne avec Roméo. Il y a des thématiques du moment. Alors, il y avait les contresens. Après, il y avait les. Ah, là, en ce moment, c'est un travail sur mon corps parce qu'il faut que je réapprenne à faire les power moves. Parce que j'ai eu des grosses blessures. Une grosse blessure au niveau du dos. J'ai dû faire des IRM et tout. Ce qui fait que je peux plus cambrer comme avant. Et toutes mes techniques de power move, c'est basé sur le piston cambré. Donc le Hmm. windmill et compagnie, il fait que c'est les cambrés ou c'est les pistons quoi. Et tous ces mouvements-là, en fait, maintenant, ils me font mal au dos. Donc il faut que je réapprenne les phases avec une autre technique. Ok. T'as Donc ça, quel âge aujourd'hui? j'ai 45. Ok. Donc là, je me retrouve un peu sur certains mouvements, je me retrouve un peu comme un débutant, à travailler comme un débutant. Bah, on était avec B-Boy Sweet juste avant cet épisode avec toi et on parlait justement du fait que la voie du breaker, c'est passer son temps à déconstruire et reconstruire et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être normal si là tu recommences à apprendre la coupole. Peut-être que c'est que Ah, mais c'est les des blessures, épisodes. hein, ça c'est les blessures. Après, le truc c'est que
c'est la créativité qui compense. Des fois, tu peux pas aller dans une direction et ta créativité fait que tu arrives quand même à y aller, mais tu prends des chemins détournés. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des fois, ils ont trouvé leur style parce qu'ils étaient blessés, hein. Je me rappelle de Bruce Wayne, il a un problème à la jambe, il pouvait plus plier la jambe. Du coup, il a trouvé plein de directions avec une jambe tendue. Et sans ces blessures, il n'aurait pas pu aller dans ces directions-là. Et des fois, il y a des gens, savent tout faire. Les gens, ils savent tout faire. Ils n'ont aucun souci au niveau de leur corps. Ils peuvent aller dans toutes les directions. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se creuser plus que ça pour aller dans la direction. Parce qu'ils le font déjà. Ce qu'ils font, ces gens-là, ils sont génériques. Et il y a plein de gens qui sont Mhm. super forts, finalement, ils sont génériques. Après, c'est chacun son saut, hein. Mais moi, j'aime bien un peu la créativité. Et souvent, tu vois, des gens qui sont créatifs, ça vient d'une blessure. Tu contournes l'obstacle et tu vas dans des directions que tu n'aurais jamais été, j'aurais exploité si tu avais été en forme. Et donc toi, c'est quoi les obstacles principaux que tu as dû contourner et qui ont donné le Créteil Style, entre autres, et ta manière à toi de tricoter? Euh, Peut-être la flemme. Parce que des fois, tu as des moments, il faut que tu les travailles, des moments techniques, il faut que tu les travailles pendant 4 mois, le même mouvement en boucle. Et tu dis, ouais, mais peut-être que je peux arriver au même résultat si jamais je passe vers la gauche ou vers la droite. Puis aussi, comme à l'école, je m'entraînais beaucoup dans ma tête, en fait. Donc, je trouvais des directions dans ma tête. Après, j'ai testé l'entraînement. Mais en fait, là, c'est juste après coup que j'explique comment j'ai trouvé plein de directions. Mais sur le moment, tu fais et puis c'est tout. Et puis, juste je faisais, je trouvais des trucs. Des fois, je trouvais pas. On me donnait des conseils. Puis les gens autour de moi, ils étaient créatifs aussi. Donc, on- Hmm. on- il y avait une dynamique par rapport à ça. Pour parler de la construction de ton style, etc., et rentrer un petit peu dans des détails, nous, on a un petit rituel dans ce podcast, c'est que on demande aux personnes d'avant de poser une question pour les personnes suivantes et ainsi de suite. Et du coup, juste avant toi, on était avec B-Boy Sweet. Et, euh, et lui, il nous a parlé d'un élément dans ta danse qui le marquait beaucoup, qui était les appels d'air que tu mets avant de te lancer en footwork. Des sortes comme ça de moments un peu de suspension avant de lancer le mouvement comme une prise pour un envol, où tu vois ce genre de pré-mouvement pour ensuite pouvoir accélérer, et qu'il a lui aussi mis dans sa danse. Et du coup, il se demandait si toi, cet élément-là dans ta danse avait une raison d'être, si ça voulait dire un truc en particulier pour toi, si c'était conscient ou pas. Euh, À la base, c'était ma descente de footoir, comment je lançais le bassin. Mais ça, si vous regardez Icy Ice, vous voyez il y a un mouvement où il prend son temps, il tourne, il relance le bassin. Vous voyez, je sais pas comment il s'appelle. Vous voyez ce mouvement là-bas? Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas Exactement. l'image, ceux qui écoutent le podcast, mais Icy Ice, à chaque fois, il fait des footwork et quand il va partir en power move, il fait un mouvement où il pivote sur un pied, et il relance le bassin. D'ailleurs, Ata elle-même, je pense qu'Ata, c'est sûr, Ata, il s'est inspiré de Icy Ice. Et nous, on a un ancien qui s'appelle Ahmed de Créteil. Et lui aussi, il avait vraiment ce lancer du bassin. Pour ceux qui connaissent, Ahmed, qui avait dansé avec Nacera, qui était dans Mercenaires. Non, les sept mercenaires. Et il y avait ça, et puis il y avait Nabil qui m'avait expliqué, Nabil l'ancien qui m'avait expliqué à l'époque que je breakais, il m'a donné un conseil, c'est ce qui est important, c'est le bassin, il faut lancer le bassin. Et donc cette prise d'élan pour lancer le bassin, en fait, ça donnait une légèreté au mouvement, ça donne vraiment une légèreté quand tu veux prendre une coupole, par exemple, qui est en footwork, quand tu prends ton temps à lancer le bassin vers l'avant, c'est-à-dire que ton bassin, il est dans l'élan de la coupole, et après, tu as juste à suivre. Alors que si ton bassin est en dessous de toi et que tu pars en power move, il y a plus d'efforts, c'est pas tout dans l'élan, et donc ça vient d'ici, en fait, ces prises d'élan. Après, c'est l'élan, tu le fais là, après tu le fais dans d'autres endroits, mais ça prend vraiment quand tu lances le bassin vers l'avant pour partir en coupole. Et donc, je répète, Icy Ice le fait, Attack s'est inspiré sur Icy Ice, Nabil l'ancien. L'ancien, si vous regardez ses vidéos, vous voyez comment son bassin il vole. C'est une grande source d'inspiration. D'ailleurs, Maurizio aussi. Maurizio, c'est le bassin. C'est ces inspirations-là qui ont fait que j'ai tiré le mouvement pour lancer avant de rentrer dans un mouvement, de prendre un petit élan, mais un petit élan qui est esthétique aussi, qui donne du souffle, c'est qui la n'était pas partie, conscient à la base. c'est la partie que tu utilises le plus, le bassin, dans ta danse? C'est pas la partie que j'utilise le plus, parce que j'utilise beaucoup la pointe de pied, le talon pour faire des petites rotations, mais je sais que le bassin, si je l'utilise pas, je sens une lourdeur. Et d'ailleurs,
Et nous, on appelle ça le toucher au sol. Le toucher au sol, c'est vraiment la légèreté. Si jamais tu as ton bassin qui est en dessous de toi, c'est plus le style de New York parce que le mouvement est très vif, très rapide et avec des angles droits. Donc c'est mortel. Mais si tu veux prendre des angles tout en rondeur et tu n'utilises pas les bassins, il n'y a que les jambes qui partent. Et finalement, tu es limité dans les directions. Le bassin, il ne peut pas descendre, il ne peut pas monter. Un mec qui le fait super bien, c'est Gassama, Dev Dogs. Son bassin, il est vraiment magique. Et on voit qu'il y a un effet, il vole. C'est le bassin. Tu dis que tu utilises beaucoup les talons et les pointes de pied, mais pour faire des circulaires. C'est-à-dire? Oui. Parce que je vois pas trop, en gros, comment. Enfin, c'est un mouvement assez bref, quoi, par rapport au bassin qui va beaucoup plus t'aider dans toutes les sortes de mouvements. Je vois pas comment il peut être autant utilisé que les pointes de pied ou. Je sais pas si tu m'as Parce compris. qu'en fait, si tu fais une circulaire, quand tu fais une circulaire, il y a plusieurs circulaires, hein, mais si tu fais une circulaire basique, tu vois, les gens, ils appellent ça bretzel. Euh, c'est la pointe de pied qui fait un cercle, ok, autour de ton axe. Mm. Et après, quand tu reviens en faisant le boucle, c'est ton talon qui revient. Donc en fait, c'est la pointe de pied qui dessine le cercle et talon qui dessine un cercle plus en hauteur. Et si tu rajoutes le bassin, donc ça fait bassin, pointe de talon, et pointe de pied. Et quand le talon part, c'est talon et le talon amène le bassin. Donc le bassin, en fait, il suit la pointe. Enfin, le bassin lance la pointe et après, le bassin suit le talon. Ok. C'est difficile à. Enfin, moi, j'ai mes images. J'ai mes images. Si on aurait des images en synchro avec ce que je disais, ce serait plus compréhensible que juste avec des mots comme ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes mots pour les bases, même si on est d'accord pour certaines bases et le même nom, mais il y a plein de petites variations où nous, on a mis des mots dessus. On n'a pas forcément les mêmes mots dessus, mais on a les mêmes images. Ok. Ouais, parce que j'avais pas compris quand tu me disais que tu utilisais le talon ou les pointes de pied pour faire les circulaires. J'ai cru que tu disais genre lasse ton talon, lasse ta pointe de pied, que tu faisais juste ça avec ton pied et ta main, quoi. Avec ton pied, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Genre, Ok. comment il peut autant l'utiliser que le bassin? Mais ok, c'est du lourd. Et est-ce que tu conscientises autant tous les mouvements que tu vas faire ou pas? Conscientises autant qu'est-ce qui va être le fil directeur de ton mouvement? Dans la chronologie, non, tu le fais au début, quand tu le fais parce que tu vois des gens le faire et que il y a des gens qui le faisaient déjà avant moi, je l'ai pas inventé, tu vois. Mettons Karim Barouch, il le faisait déjà avant moi. C'est même lui notre source principale d'inspiration. Et on le fait de façon euh, intuitif. Mais c'est après, à partir du moment où tu donnes des cours de danse, vous savez, les gens ils te demandent comment tu fais. Tu peux pas dire fais comme ça, tu fais comme ça. Non, tu es obligé de décortiquer. Des fois, tu as des questions auxquelles tu n'avais jamais pensé. Et c'est le genre de questions sur lesquelles je suis tombé. Et donc, j'ai dû décortiquer pour donner les cours de danse. Mais si j'avais pas donné de cours de danse, j'aurais jamais essayé de comprendre exactement et de mettre des grilles de lecture sur les prises d'élan et sur les directions. Pour continuer dans la lignée des petites questions très, très propres au mouvement et aux parties du corps, etc. En footwork, un truc que je trouve intéressant et dont j'entends rarement parler, c'est ce que font les bras qui sont pas posés au sol. Tu sais, l'utilité des bras, mais qui ne sont pas un appui. Et qu'est-ce que les bras qui sont en l'air, qui servent a priori à rien, font? Et toi, j'ai l'impression qu'avec tes bras, il se passe tout un tas de choses. Tu fais quoi avec tes bras, toi, quand tu breaks, quand tu danses? Euh, Ça dépend si je fais des thématiques ou si je fais le truc basique. Si je fais le truc basique, en fait, les bras, c'est ce qui permet de. Tu sais, par exemple, tu fais un footwork, une circulaire, c'est ce qui permet d'entretenir le mouvement. Par exemple, si tu regardes une envolée, l'envolée, elle peut pas exister s'il n'y a pas un basculement de bras. En fait, le basculement de bras, en fait, il va amener tout un poids d'un côté à l'autre, un bras après l'autre. Et c'est ça qui va créer le mouvement. Pour prendre la légèreté, en fait, tu vas chercher vers le haut et tout ton poids, par exemple, si tu fais une envolée de la gauche vers la droite, tes bras sont à gauche. Quand tu envoies à droite, c'est ces bras-là qui envoient tout l'élan pour pouvoir partir et comme ça, tu forces pas. Et quand tu es en footwork, en fait, c'est le même principe. Si tu es en footwork basique ou en trois temps, le fait de balancer tes bras et tu gardes en fait l'élan, ton sweep, et tu balances tes bras, en fait, tu transfères ton poids et c'est plus facile à partir après dans ton footwork. Et donc, tu gagnes en légèreté et en toucher au sol. Et quand tu fais ça avec des circulaires, avec des bretzels, moi j'appelle ça des S, mais les gens ils appellent ça bretzel à cause de Storm.
des S, en fait, le mouvement, en fait, tu peux continuer sans quasiment pas forcer. Parce qu'en fait, c'est l'élan de ton corps, en fait, le fait de changer les bras, c'est tu tombes, ton poids, il va tomber d'un côté, tu fais tomber ton poids d'un côté et tu te sers de l'élan de ton poids pour partir dans une direction. Il n'y a pas de mouvement où tu forces vraiment, enfin, tu essaies de forcer le moins possible pour entretenir le momentum. Donc, en gros, le bras, ça me sert si je suis en basique, le bras, ça me sert à ça, en fait. Enfin, c'est ton axe, mais aussi si c'est le moyen de garder le momentum en tombant d'un côté ou dans l'autre, mais en essayant de garder l'élan. Donc, que ça soit ce que tu nous expliquais avec la pointe du pied, le talon ou là les bras, il y a une fonction très motrice, on va dire, pour faciliter le mouvement. Euh, il y a des choses que tu fais pour une raison plus esthétique ou souvent les choix que tu vas faire avec ton corps, c'est vraiment pour faciliter le mouvement. Bah, quand tu es en création, tu dois chercher l'esthétique, ou quand tu veux faire des effets thématiques dans tes passages, du genre comme des clés ou des trucs comme ça, ou des constructions, c'est sûr que tu vas tester l'esthétique. Mais à partir du moment où tu veux chercher la sensation de légèreté dans un truc, tu vas pas regarder exactement l'esthétique, qu'est-ce que c'est, mais tu vas regarder où est où est ton centre de gravité, vers où ça t'amène, et c'est quelque chose qui doit devenir naturel. À partir du moment où tu danses et une partie de ton corps, le bras droit par exemple, n'est pas dans l'élan de ton corps, au niveau de la sensation de continuité, de toucher au sol, c'est pas la même. De toute façon, comme j'ai dit là, je parlais de l'envolée tout à l'heure. Ceux qui font des envolées, ils vont comprendre quelle sensation c'est quand tu lances le bras, le mouvement il part. Et si tu fais une envolée sans lancer le bras, il faut forcer comme un malade au niveau des jambes et du bassin. Les, dans ton style, il y a beaucoup de threads, on les appelle en anglais, ou des clés en Ouais, des français, clés. Ouais. de clés, ou en tout cas, il y en avait. Euh, la clé, je trouve que c'est un mouvement qui existe principalement que dans le break. Dans les autres danses contemporains classiques, ils utilisent moins ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment une des particularités du break. Et je trouve qu'en soi, quand on y pense, c'est un mouvement un peu étrange d'attraper un pied ou une main, tu vois, pour passer un autre truc à l'intérieur. Est-ce que toi, tu as une idée de l'origine de ce truc-là, de ce genre de mouvement? Euh, Moi, quand j'ai commencé la danse, en fait, en 92, je faisais la hype. Et la hype, il y avait un mouvement technique, c'était tu attrapes ton pied, tu sautes par-dessus l'entrou, là. Tu fais une clé. Donc en Ouais, fait, ouais. les premières clés que j'ai fait, elles n'étaient pas dans le break, hein, c'était dans la hype. Et ensuite, les clés, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est Amigo de Flying Step à l'époque. Parce que le mec, techniquement, il était moins fort que plein de gens. Mais moi, je me rappelle, il ressortait parce que il prenait des directions que ça, c'était vraiment. Maintenant, ça paraît basique, mais pour l'époque, quand t'as pas l'habitude de voir, c'est prenait une direction que personne prenait et c'était comme si un Rubik's où il rentrait dans un truc où il pouvait pas s'en sortir, mais il trouvait des directions pour sortir. Donc ce truc-là, ça m'a vachement influencé. Donc mes premières clés, je sais que je les ai fait inspirées par Amigo. Vous voyez Amigo? Vous avez une image d'Amigo? Ouais. Moi, j'ai Pas du pas tout. d'image. Ouais, bah faut regarder. Pour l'époque, c'était en avance quand même. Il y a un truc qui est quand même bien marquant dans ton break, c'est toutes les directions. Tu fais pas mal de changements de direction, juste de changements de direction qui sont quand même assez marquants. Est-ce que t'as des concepts pour trouver des nouvelles directions ou ça devient juste, enfin, tu vas te poser dans ta salle et tu vas juste essayer des nouveaux trucs? Ou t'as un peu des petites clés, des petits exercices pour trouver des nouveaux pas, des nouvelles directions? Euh, réfléchis, hein. C'est pas parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont faits successivement. J'ai eu mes périodes. Je peux pas. C'est mes 5 premières années, c'était telle forme de danse que je dansais. Les 5 d'après, par rapport à mes rencontres avec qui je m'entraînais, c'était une autre forme. Après, c'est une autre. Donc, je peux pas résumer tout ça parce qu'il y a des années où, quand j'étais influencé par Hassan, c'était vraiment chaque mouvement qui était saccadé. Tu avais 4 directions différentes.
Il y a des mouvements, il y a des années où quand je m'entraîne avec Roméo, à partir du back rock, tu as plein de directions différentes. Et les années, je m'entraînais avec Gassama, c'est le toucher au sol, lancer du bassin. Ouais, en fait, je peux pas résumer tout ça parce qu'en fait, chaque période ou chaque personne que tu rencontres, ça change un peu tes exercices. Et c'est l'enrichissement, ça fait s'entraîner avec les gens, mais sans forcément les baiter, hein, parce que ma génération, baiter, c'était la pire des choses, quoi. Tu peux être le meilleur du monde. Ah, c'est le meilleur du monde, c'est un biter. Oh, ok, on ne calcule pas alors. C'est vraiment la pire des choses. Et on préfère même les gens moins forts qui ne baitaient pas. Ben, bon, on va en parler plus tard, mais aujourd'hui, c'est parce que les gens, ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a trop de battles, ils n'ont pas le choix de faire un battle tous les mois, et donc ils n'ont pas le temps de rester dans leur salle pour faire du laboratoire. Ça prend trop de temps de faire de la recherche. De faire de la recherche, ça prend beaucoup trop de temps vu qu'il y a trop de battles. C'est positif, mais c'est négatif aussi. Bon, on en reparlera après. Si vous voulez, on peut en reprendre. Si tu veux, on peut bifurquer vers ce sujet-là maintenant. Ah, je trouve intéressant que tu dises qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus le temps, t'as l'impression que les gens n'ont plus le temps de rechercher assez longtemps des choses. Ouais. C'est-à-dire, Euh, alors, je vais pas faire le vieux. Avant c'était mieux, avant c'est non, c'est pas ça que je veux dire. Mais tiens, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de battles, ce qui fait que tu faisais peut-être, je sais pas, tu rencontrais des gens une fois par an. C'est-à-dire que pendant un an, tu testes des choses. Et les gens, ils te voient pas, tu les vois pas pendant un an, et un an après, tu les vois et tu vois le résultat de tout leur entraînement, de tout leur laboratoire et compagnie. Alors que maintenant, à partir du moment où tu fais un battle et que tu viens avec ton matériel et que tu danses bien, tu as un réinvité tous les mois. Si tu n'as pas le temps, un mois, de retravailler ce que tu fais ou de chercher des nouvelles directions, ce qui fait qu'il y a des gens, en fait, on connaît leur passage. Et on connaît comment ils dansent, on les connaît par cœur. Je ne vais pas citer le nom, mais des fois, il y a des gens, ils rentrent, je sais comment ils vont terminer, ou ouais, ça, je l'ai déjà vu. Et ils n'ont pas le choix de le faire parce que tous les mois ou toutes les semaines, ils font un battle. Et ils sont obligés d'entretenir ce qu'ils ont. À partir du moment où ils ont une formule qui marche, ils vont la faire et ils vont être invités pour refaire cette formule-là. Mais il n'y a pas un moment où pendant un an, ils vont pas faire de battle, ils vont disparaître et puis ils vont travailler autre chose. Mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de battles. C'est pas la faute des danseurs, c'est le système, il est comme ça. hmm, Donc c'est positif parce que ça fait émerger plein de danseurs, il y a ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui sont motivés pour s'entraîner grâce au battle, mais le côté négatif, c'est qu'on prend moins de temps sur des détails. Parce que les gens, en fait, c'est moi, si je serais à fond dans le battle, je deviendrais pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche pas, j'ai pas le temps de tout travailler. Ça, je sais que ça marche en battle, je vais travailler ça. Ça, c'est un petit délire, ça, les gens ils vont pas le capter, mais je vais pas le travailler parce que c'est pas quelque chose qui sera pragmatique, ça va pas me faire gagner des points. Alors que quand tu as le temps ou quand il y a pas trop de battle et que tu as un an, les trucs qui font pas gagner de points, justement, tu peux y travailler. Par exemple, la qualité d'une circulaire entre quelqu'un qui a vraiment pris son temps de la faire et a un toucher au sol de fou et quelqu'un qui le fait juste en tant que transition pour entrer dans un truc technique, la qualité, elle sera pas la même parce que la personne elle s'est concentrée pour faire le truc technique, pour gagner le point, alors que les autres peuvent se prendre la tête pour des détails qui font pas gagner. Ce qu'on m'a déjà dit aussi, on a déjà dit aussi à des gens qui sont dans les détails, ouais, parce que tu fais, ça sert à rien, ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas, mais nous, ça fait plaisir de le faire et on n'a pas cette exigence de productivité, de quelque chose de concret pour gagner le point. Mais si Et je m'a fait comprendre ce que je vous sens dubitatif. ouais, non. non, 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 c'était très clair. Ok. Et aujourd'hui, toi, tu donnes des cours de danse ou pas? J'en donnais là, récemment, là, c'est avec le Covid, ça s'est fermé là au Canada. Mais si ça réouvre, je vais en redonner. Et ça, c'est des choses que tu leur enseignes? Parce que souvent dans les cours de danse, on va du coup apprendre toutes les bases, tout l'aspect dansé, mais est-ce que tu leur enseignes aussi toutes ces petites choses qui peuvent leur servir dans leur vie de b-boy? Ouais, je peux pas forcément leur enseigner ça parce que souvent c'est soit ils commencent le break, donc on peut pas rentrer dans ces sujets-là et puis on danse pas tous pour les mêmes raisons. Mais ça, par exemple, ça, j'en ai parlé avec des gens qui se posaient la question. Ça, j'en ai déjà parlé en dehors de mon cours. C'est-à-dire que des fois j'ai des discussions avec des gens et on peut. Je suis pas je suis pas un master du break dans la vie, quoi, mais dans la vie de tous les jours. Mais je veux dire, des fois, c'est arrivé de parler avec des jeunes et puis je leur ai dit ce que je pensais par rapport à ça. Donc, quelque part, je leur enseigne, mais pas forcément dans mon cours de danse.
Et par rapport à ce dont tu parles sur le break actuel, si on fait un état des lieux du break actuel, toi, tu manques, tu as l'impression qu'on manque de nouveaux modèles de personnes qui arrivent avec de nouvelles gestuelles, une nouvelle Non, recherche approfondie? non, non, je peux pas dire ça parce qu'en fait, il y a les gens maintenant, ils sont super forts et il y a plein de délires différents. Là, récemment, j'ai regardé les Red Bull. Là, il y a plein de délires différents entre Amir qui est beaucoup dans les e-sport avec des couronnes dans les deux sens, et trucs comme ça, avec un Phil Wizard qui est un peu plus versatile, mais qui fait plein d'effets. Je peux pas dire ça parce que chacun vient avec une personnalité, avec un style différent et c'est mortel parce qu'il y a plein d'exemples différents de comment on peut danser. Mais je veux dire, euh, à moins qu'il se renouvelle, Amir, ce qu'il fait là, s'il continue à être invité une fois tous les mois, dans un an ou dans 2 ans, ce sera la même chose. Un peu mieux, mais ce sera la même chose. Et en fait, il a pas le choix. Soit il kiffe parce que c'est son style à lui, il le fait, mais s'il veut rester compétitif, il n'aura pas le choix que de rester dans le délire sur lequel il est. Après, peut-être c'est un choix personnel, hein. Je peux pas parler à sa place parce que je peux pas, parce que je connais pas personnellement. Peut-être que je me trompe. Mais dans ce que je veux dire, je peux pas critiquer les gens comment ils dansent maintenant parce que c'est vraiment fort et chacun ils ont fait des trucs que, il y a 20 ans j'aurais pas pu pas cru voir. Mais quand je m'entraîne avec des gens qui sont à fond dans les battles, par exemple, je vois tu t'entraînes, mais tu as un objectif derrière et tu n'as pas la liberté de prendre des chemins de travers. Tu dois vraiment travailler ce qui marche. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de gratuité dans le mouvement. Chaque mouvement doit servir à tel objectif. Et pas. Par exemple, si je danse avec des gens qui sont plus dans les battles, il y a cette gratuité de mouvement où peu importe ce que tu fais, t'as pas besoin de danser pour impressionner, tu peux danser juste pour. Tout d'un coup, c'est un truc qui est magique, tout d'un coup, c'est un truc, tu testes un truc en live, t'as le droit de te casser la gueule, il y a plus de. Il y a moins de contraintes en fait, il y a plus de. Moi, après, je parle comme ça parce que je suis plus trop dans les battles. J'aurais été dans les battles, j'aurais été à fond dans qu'est-ce qui marche pas, il faut que je travaille tel mouvement, tel effet, qu'est-ce que ça donne en vidéo et tout. Alors que là, je suis plus la sensation, est-ce que ça me fait plaisir ou pas de le faire. C'est quelque chose qui t'est arrivé, toi, personnellement, quand tu t'es mis à faire de plus en plus de battles, de sentir que tu n'avais plus l'espace pour renouveler ton style? Non, parce que j'ai pas été. À l'époque, il n'y avait pas assez de battles pour être invité tous les mois. Et puis après, plus tard, j'avais pas le niveau pour être invité tous les mois. Donc il y avait toujours j'avais pas la pression de ah, mon battle il est fini. Ok, mais demain il faut que je retourne à l'entraînement parce que j'ai le battle la semaine prochaine. Alors ouais, tu sais, j'ai jamais eu comment dire cette pression sur les épaules de vouloir, même si t'as pas envie, t'es obligé parce que t'as un truc après. Hmm. J'ai jamais eu ça. Et tant mieux parce que j'aurais mal vécu, je pense. Hmm. Aujourd'hui, tu vis au Canada. Tu pourrais nous faire Oui. un petit état des lieux du break au Canada? Ok, alors d'après ce que je vois là, de mes expériences européennes, je connais pas Vancouver, mais il y a de plus ou moins deux scènes, deux façons de penser le break. Après, il y a des exceptions, hein. Il y a des indices et des exceptions. Mais il y a deux façons de penser. Je sais, Toronto, le style de Toronto et le style de Montréal. T'as le style de Montréal, il est beaucoup basé sur la danse, sur le freestyle, sur les cercles, sur l'échange. Et le style de Toronto est beaucoup basé sur l'écriture et sur l'efficacité. Et sur les idées, les trades et compagnie. Ce qui fait que les deux scènes, par exemple, quand je vais m'entraîner, ils ne s'entraînent pas de la même façon. Quand je vais à Montréal, il y a la musique, il y a un cercle, les gens ils rentrent, ils dansent, peu importe leur niveau, ils dansent, ils échangent. Et quand je vais à Toronto, les gens sont un peu chacun de leur coin et ils travaillent leur set, leur séquence pour que ce soit le plus parfait possible. Après, il y a des exceptions, mais dans la majorité, c'est plus comme ça. Et les deux scènes sont intéressantes parce que si tu veux au niveau tu vas avoir tu veux sentir les sensations, vraiment le sensation de freestyle, de danser live, de cracher. Quand tu craches, tu te rattrapes. C'est Montréal, c'est parfait. Ils ont une sensibilité à la musique qui est parfaite. Mais si tu veux vraiment voir des idées, travailler des thématiques, des idées, aller au fond des idées, les travailler et les poncer pour que ça soit vraiment parfait, le set soit parfait, trouver des clés de fou, tu vas à Toronto. En fait, c'est bien de faire aller et retour à Toronto. En fait, les deux, elles se complètent. Après, il y a
j'ai l'impression qu'il y a deux visions idéologiques, hein. Ceux de Montréal ils critiquent les gens de Toronto parce qu'ils dansent pas assez, puis les gens de Toronto peut-être ils critiquent ceux de Montréal parce que leur break ça marche pas sur une grosse scène et à part les gens comme comment ça s'appelle Vicious et Promo et Fléau Ouais. qui ont un niveau international avec un peu le style de Montréal. Mais voilà, je vois ces deux tendances et les deux tendances sont bien. Et en termes de ressenti, toi, par rapport aux gens plus dans l'ambiance de la communauté hip-hop, est-ce que tu ressens une différence par rapport à l'ambiance de la communauté française, même si on peut pas faire de généralité parce que c'est des questions de région et tout des fois, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même des grandes différences qui font que tu te sens mieux dans un pays plutôt que dans un autre? Au niveau de la danse, dans les cercles ou Bah, ouais, dans ou même plus dans. Moi, je parle plus de l'aspect social et de la manière de relationner des gens, de comment les gens, tu vois, c'est de la manière dont les gens se disent bonjour, s'accueillent dans une jam ou dans un battle, comment les gens relationnent autour de ça, le rapport qu'ils ont à la danse et quelle place la danse prend dans leur vie. Et tout ça, du coup, ça fait une ambiance particulière qui fait qu'on se sent plus ou moins bien dedans, j'imagine. Bon, après, je peux pas. Bah, moi, je me sens bien dans la scène de Montréal. Les gens sont cool, sont sociables et tout. Et même en France, avec tous les danseurs, j'ai toujours été bien accueilli partout où j'ai été en France. Moi, si je vais à Lyon ou je vais à Bordeaux, surtout Bordeaux, je vais à Bordeaux. Je vais dire bordel, aucun rapport. Surtout Bordeaux. Euh, Bordeaux, la scène, elle est vraiment accueillante. Et les danseurs sont super gentils. On peut s'entraîner quand on veut. Ou quand j'étais à l'époque tout le temps à Grenoble. Donc je peux pas critiquer la scène française parce que j'ai eu que des bonnes expériences avec la scène française partout. Après, je connais pas trop le Nord, je connais pas trop Lille, Caen et compagnie, je connais pas trop. Mais toutes les villes que j'ai citées là, euh, c'est que des bons souvenirs. Donc, je pourrais pas dire quelle scène me convient. Elle est différente, c'est sûr, mais les deux, c'est du positif. Après, c'est sûr que je me sens mieux à Paris parce que les danseurs de Paris, on a une histoire commune, notamment Total Thing. Ils ont une histoire commune au niveau des inspirations, la façon de penser la danse. Donc ça, c'est sûr. Si je me retrouve dans un endroit où les gens sont plus techniques basées sur le piston, coup de main et compagnie, je vais moins me sentir j'aurai moins de feeling à danser que dans un endroit où ils sont plus dans le flow. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est normal, c'est pour tout le monde. Ah oui, une autre chose qu'on a oublié de parler sur la façon de danser. Euh, je reviens un peu en arrière hein, parce que c'est important que je dise. Vas-y, vas-y. Je fais moins de clés. Avant, je faisais moins de clés parce qu'avant, je cherchais beaucoup à écrire des passages, vraiment. Et après, j'étais un peu plus dans le freestyle, donc c'est-à-dire la sensation de l'élan. Je voyais que par exemple, quand je faisais une clé, si jamais je prenais un élan naturel, il fallait que je ralentisse mon élan pour entrer dans la clé. Il y avait quelque chose qui n'était pas très naturel par rapport à ça, par rapport à la sensation. Donc c'est pour ça que je fais moins de clés qu'avant, parce que là, j'essaie d'être plus dans la centrifuge. Il y a un truc qui était super important que Karim me disait, c'est quand tu rates, toi, tu sais que tu rates, mais les gens ne savent pas forcément que tu rates. Donc, quand tu rates, si tu tombes, tu continues ton mouvement, tu essaies de trouver une voie pour faire en sorte que le fait que tu sois tombé, ça soit fait exprès. Lui, il le faisait beaucoup, Karim. Ça soit pas. Si vous regardez, par exemple, sa démonstration en 1995 au Battle of the Air, l'Actual Force, il fait un solo et tout est freestylé. Il veut faire un mouvement, à un moment, on sait qu'il rate, mais il rentre, il revient en back rock, après il fait un trax, après il remonte. Et en fait, c'est pas vraiment écrit, c'est plus ou moins écrit, c'est ce qu'il va faire, mais sur plein de mouvements, je sais que c'est pas ça qu'il a voulu faire, mais il a tellement anticipé que même en ratant, en fait, il a pas raté parce qu'il a anticipé ce qui fait que ça crée un autre mouvement et tout était dans la sensation. En fait, c'est pas quelque chose que tu peux rationaliser. Je vais faire telle langue, telle langue. Non, c'est vraiment dans la sensation. Et c'est pour ça que Karim, il nous a vachement influencé à Créteil. C'est la sensation d'aller au bout du mouvement. Et lancer du bassin, c'est aller au bout du mouvement, en fait. Même si tu as ton schéma qui est programmé dans ta tête de tel mouvement que tu vas placer, la sensation, elle est primordiale. En tout cas, elle doit ramener ce petit schéma que tu as créé dans ta tête. Ou alors tu dois le changer en live parce que le schéma que tu as créé dans ta tête, il ne correspond pas à ton état du mouvement quand tu es dans la sensation. Et donc le truc, c'est quand tu rates, tu improvises pour camoufler.
Et en fait, ça faisait partie d'une façon d'improviser, de se lancer et quand tu es dans l'élan, quand tu te casses la gueule, tu te sers de cet élan pour reprendre. Par exemple, Maurizio, il le faisait jamais, je le faisais tout le temps. Maurizio, si vous regardez, il lance un élan. Qu'est-ce qui se passe après l'élan? Il lance un super élan de coupole ou de je sais pas quoi, de backrock. Il repart. Qu'est-ce qui se passe après? Comment il se rattrape pour conserver cet élan-là? C'est super impressionnant. Ouais, on a beaucoup utilisé ça à Créteil. Même si tu rates pas en fait. C'est une opportunité pour trouver des directions. Et des fois, on trouvait des directions comme ça. Et des fois, on ne savait pas ce qu'on avait fait. Et on trouvait ça magique parce qu'on sait qu'on s'est cassé la gueule, mais on est retombé sur nos pieds comme des chats. C'est une Euh, danse, et- une danse écologique. Écologique, ouais. Et ça a été rationalisé ici par un gars qui s'appelle Zig là, à Montréal. Il a fait carrément un concept qui s'appelle Crash and Create. Donc ça veut tout dire, Ok. hein. Tu crashes, en fait, le fait de crasher, tu crées des directions. Ok, stylé. Et aujourd'hui, t'es plus en mode freestyle qu'avant ou pas? J'ai des périodes, hein, j'ai des périodes. Là, je suis freestyle, mais si ça se trouve, je vais trouver une idée et je dis ah non non, je vais en faire un petit set et je vais créer. Tu sais ça, je fais l'aller-retour en fait, parce que je peux pas être freestyle pur parce que j'aime bien les idées aussi, créer des idées et de voir comment elles s'agencent entre elles. Et même des fois, je prends des vieilles idées, j'ai ah et si ça, cette idée-là, je la mets différemment. Et puis aussi le truc du freestyle, c'est ça qui fait que tu continues à danser parce que, en fait, c'est deux plaisirs différents. Quand tu fais du freestyle, tu as un plaisir sur le moment présent où c'est tes sensations et tu danses et tu es content. Juste ça, tu es content. Tu t'en fous des résultats. Même si les gens ils ont pas kiffé, toi, tu as eu du plaisir et c'est ce qui fait que je continue à danser, c'est le freestyle. Et l'autre côté, tu as essayé de créer des petits mini-sets ou des idées ou des thématiques. Ce qui fait là, c'est comme un casse-tête, c'est comme un jeu, un jeu, un Rubik's Cube où tu essaies de trouver la solution. Par exemple, tu as, un petit problème, c'est il y a ce mouvement-là et il y a ce mouvement-là, ils vont pas ensemble. Quelle est la transition qui permet de passer de là à là de façon naturelle? Et ça te fait Hmm. comme ouais, un petit jeu d'énigmes à résoudre. Une fois que tu l'as résolu, tu le fais, tu es super content. Peut-être que tu vas pas l'utiliser, peut-être que je vais pas l'utiliser, mais je suis super content d'avoir trouvé une nouvelle transition. Je me dis, ah, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Des fois, c'est ce qu'on faisait avec Roméo là récemment, c'est ah, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé. Des fois, c'est pas grand chose, c'est juste des détails, mais rien que de trouver des petits trucs, c'est super kiffant. Tu as parlé beaucoup, en parlant de tes trainings avec Roméo, du mot, tu dis beaucoup de thématiques. C'est quoi une thématique? Thématique, ça va être une contrainte que tu vas te donner. Par exemple, on a les bases principales, hein, tout le monde a les mêmes bases, un coupole, en volley, footwork, les trois temps, 6 et compagnie. Mais si jamais tu dis thématique de trade, de clé, bah, c'est-à-dire que ça, en footwork, tu vas pouvoir faire une clé. En coupole, dans ta coupole, tu vas faire une clé. Dans ton, dans ton trax, tu vas faire une clé. Ou alors, tu sais, tu t'inventes des thématiques comme ça, des thématiques où c'est que des angles droits. Donc, tu vas faire que des mouvements assurés, angle droit, ou que des contresens. Tu vas dans un mouvement, tu bloques, comme un ressort, ça va partir de l'autre côté, tu bloques, ça va partir de l'autre côté. Ou que des backrock, ou alors, et ça, c'est super bien pour les gens qui veulent progresser dans des trucs où ils sont pas à l'aise. Par exemple, une personne qui est pas à l'aise en freeze, bah, la thématique, c'est tu fais que des frises. Voilà, dans l'entraînement, tu essaies de créatif et tu essaies de freestyle avec des frises, ou faire des mini-sets avec des frises. Et ce truc des thématiques, il est bien parce que tu explores des endroits, tu sors un petit peu de ta zone de confort. Et c'est fun à faire quand tu es à 2 ou à 3. Ouais, c'est plus fun que tout seul. Ouais, tout seul, sauf si tu as un objectif. Oui. De parler de conserver son élan, de trouver. Ah oui, juste thématique, thématique, c'est inspiré pour nous, hein, de Hassan. Ok, Hassan Actual Force qui se faisait des petits jeux comme ça où il mettait une chaise, il dansait autour de la chaise, il dansait les yeux fermés, il essayait de danser avec une jambe droite tendue, qu'est-ce que ça donnait? Le gars était dans son coin, il était dans son délire et il se faisait des thématiques. Et il avait plein de directions différentes comme ça. mais Il d'ailleurs, sortait vraiment de. Ouais. juste par rapport à ça, du coup, moi j'ai l'impression, pour aller quand même dans dans des nouvelles salles de break assez régulièrement, en tout cas en France, dans plein de villes en France, j'ai l'impression que cette manière de s'entraîner est très très rare. Je sais pas au Canada si c'est fréquent, mais en tout cas en France, je suis rarement tombé sur des salles dernièrement
et voir 2-3 personnes échanger et rechercher autour d'un thème précis, tu vois. Mais oui, parce que Comme t'as pas le temps, faut gagner le battle du mois prochain. C'est ça que j'en en reviens sur ce que je dis. T'as pas le temps de perdre ton temps à aller dans une direction où je sais pas si je vais trouver un truc, mais je vais prendre mon temps là-dedans. T'as pas le temps. Tu dis, il y a le battle la semaine prochaine, il faut que je sois efficace, il faut que je travaille mon skills. On en Et, et, au, revient. et au Canada, t'as l'impression qu'il y a des gens quand même qui ont le temps, ou il y a que toi et Roméo qui avaient le temps? Non, il y a des gens, ils sont super créatifs au Canada. Il y a des gens qui ont des styles vraiment atypiques. Je pourrais citer plein de noms, mais et il y en a plein. Et le mec, comme je t'ai dit, comme un mec qui s'appelle Zig, là, qui a son école, là, qui a fait son truc, le Crash and Create. Lui, ça m'est arrivé, on fait une thématique, on est que sur l'épaule droite. Ah oui, il y a un mec qui est super intéressant pour ça, là, un mec de Toronto. Son nom, c'est Lance. Son groupe, c'est Albino Zebra. Et lui, quand tu le vois danser, c'est que des trucs, mais chelous. Mais c'est bien. Mais c'est vraiment, tu te dis, mais c'est quoi ces angles? Et que je parle avec lui, en fait, c'est que du freestyle. Et donc, il peut pas refaire deux fois. Des fois, ça se casse la gueule, des fois, c'est horrible, et des fois, c'est super bien. Et en fait, le gars, en fait, il s'entraîne, il se met des thématiques. Je crois qu'il s'entraîne avec un mec qui s'appelle Maidus. Vous vous rappelez de Maidus de l'époque? Non. Non. Maidus, c'est un carré qui est un style super bizarre avec un mélange de Smurf et de break bizarre. Et bon, bref, les gars, les deux sont dans un délire. Mais leur entraînement, ça consiste en se mettre des thématiques et en essayer de trouver des directions par rapport à. Enfin, c'est super étrange, c'est atypique. Ces mecs-là, ils vont pas faire les battles. Et il y a plein de gens, ils aiment pas parce qu'ils trouvent qu'au niveau de ce que ça ressort, c'est pas super beau. Mais des fois, c'est aléatoire. Mais je trouve là, la démarche, elle est mortelle. Et tu Ils vois, je n'ont trouve pas ça. vocation non plus. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage qu'il y ait peu de scènes ou d'espace pour ces gens-là, qui pourtant sont des gens qui cherchent et découvrent des choses aussi intéressantes, voire des fois plus que les scènes de battle actuelles. Et je trouve ça dommage qu'il y ait peu d'espace pour ces gens-là, pour les Après, voir. après, il y en a qu'on voit, par exemple. Salomon, son style, il est atypique quand même, hein. C'est le seul à danser comme ça. Et lui, il arrive à gérer les créations, les cyphers, et même dernièrement, il a fait un battle avec C'est vrai que Link. dernièrement, il a refait un Et, battle. ces mecs-là, ils arrivent à quand même rester dans leur recherche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On reconnaît directement Salomon. J'ai l'impression que tu prends quand même pas mal le temps, en tout cas au Canada, d'aller un peu chercher, de voyager dans tout le pays pour aller voir les nouveaux b-boys, enfin les nouveaux ou les anciens, mais d'essayer de partager avec eux. La scène à Montréal, elle est plus petite qu'en France. Donc quand tu vas dans une salle d'entraînement, tu rencontres tout le monde. C'est pas beaucoup d'efforts à faire. Tu vas t'entraîner, puis tu discutes avec les gens et des fois ils te donnent des conseils, des fois tu leur donnes des conseils. Et, tu sais, l'échange il se fait. Toi, tu Quand tu vas restes à qu'à Montréal? Toronto, c'est la même chose. Pardon? Tu restes, tu restes juste à Montréal? Non, des fois je vais à Toronto aussi. Mais avec cette période-là là, de Covid, c'est un peu compliqué. Je voulais voyager plus que ça, mais bon, je suis obligé d'attendre un petit peu. Mais là, comment dire? Non, je sais plus ce que je veux dire. Bon. Pour, euh, pour continuer la conversation et faire un petit zoom sur maintenant et ta vie de maintenant, euh, est-ce que toi, tu fais quoi de ta vie actuellement? Est-ce que la danse, c'est ton revenu, c'est ton activité principale? Non, c'est pas mon Je vois activité il y principale. a des bureaux qui font un peu sérieux derrière toi, donc je me dis peut-être que tu as un autre métier que simplement celui de danseur. Qu'est-ce que tu fais maintenant au Canada, en fait, la plupart de ton temps? Ah là, je m'occupe d'un immeuble, donc genre un petit peu de rénovation et genre concierge. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les bureaux et s'il y a des urgences, je dois y aller. C'est ça mon activité principale. Je donnais des cours de danse à côté. Je suis, en fait, je travaille pour on fait une création là, avec compagnie circulaire, ma compagnie, et je continue à m'entraîner deux, trois fois par semaine. Mais Ok. c'est surtout la danse. Avant, c'était mon revenu principal quand j'étais en France. Je vivais des cours de danse et tout. Je faisais ça exclusivement. Et depuis que je suis au Canada, c'est autre chose. Donc les cours de danse, je les fais parce que j'aime les faire. Enfin, si je me retrouve à pas. En fait, c'est bien les cours de danse parce que tu es obligé vraiment de réfléchir à ta danse. Ça te fait vraiment progresser. Essayer de faire comprendre aux gens ta passion, de trouver les mots justes et
essayer de voir pourquoi les gens y dansent et par rapport à pourquoi ils dansent, adapter ta pédagogie. Parce qu'on pourra en parler plus tard, mais on danse pas tous pour la même raison, ce qui fait qu'il y a plein de danses différentes. Mais ouais, mon activité principale, pour vivre, c'est plus la danse. Mais de toute façon, même à l'époque, quand je donnais des cours de danse, finalement, je m'entraînais moins que maintenant, parce que les cours de danse, ça fatigue peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, ça fatigue. Et quand je faisais beaucoup de créations en France, pareil, on devait se reposer parce qu'on avait des tournées, ce qui fait que je m'entraînais moins. C'est bizarre, hein, mais plus tu vis de la danse, et moins tu t'entraînes. Enfin, pour moi, c'était ça. Parce que pour les tournées, tu es obligé de conserver ton énergie et puis tu es fatigué psychologiquement après les cours de danse. Voilà. Et quand tu vis pas trop de la danse et que tu dépends pas trop de la danse, tu as plus de temps pour t'entraîner à mettre de l'énergie dedans. Et du coup, c'est la raison pour laquelle tu vis plus de la danse aujourd'hui? Non, c'est parce que je trouvais une opportunité et elle est très bien. Et parce que si j'aurais voulu vivre de la danse ici, là, ça aurait été plus difficile. C'est plus difficile de vivre en danse. Enfin, non, c'est pas que c'est plus difficile. C'est plus difficile à vivre en danse si j'avais fait seulement ce que je faisais en France, c'est-à-dire donner des cours de danse tous les jours et faire des créations occasionnellement. Ici, c'est un peu plus dur. Il y a pas, quand je donnais des cours de danse en France, il y avait une vingtaine de personnes qui venaient, c'était blindé, c'était vraiment. Et là, ici, là, je suis obligé de faire de la pub pour que les gens y viennent. C'est pas pareil. Hum, Pour, Oui, oui, pour les, parce que j'oublie pas, pour les façons de danser différentes, c'est que il y a plein de façons différentes de danser parce qu'on danse pas tous pour les mêmes raisons et parce que les raisons pour lesquelles on danse, c'est pas les mêmes suivant notre vie, où on en est dans notre vie, par rapport à notre âge ou nos obligations. Donc, quelqu'un qui va danser par objectif, par compétition, pour le sport, il va s'entraîner, il va danser d'une certaine façon, il va voir la danse d'une certaine façon. Pour quelqu'un qui fait pour le social, il va s'entraîner d'une autre façon. Et pour quelqu'un qui va danser pour le kiff, vraiment juste pour les sensations, il va danser d'une autre façon, il va s'entraîner d'une autre façon. Et suivant l'étape dans laquelle on est dans notre vie, ça change, hein. Quand on a 20 ans, on veut prouver à tout le monde, on veut faire les plus de battles possibles. Quand on a 40 ans, enfin 30 40 ans, on n'a plus l'objectif d'impressionner les gens, de prouver quelque chose, on a plus envie d'avoir du plaisir, ou ça peut changer, hein. Ça peut être à 20 ans, on veut juste danser pour le kiff, faire du social, et à 30 ans, on se dit non, j'ai pas assez prouvé, c'est maintenant ou jamais, et on met toute notre énergie pour les battles. C'est variable, mais suivant les gens et suivant nos obligations, par exemple, si on a des obligations de famille, on peut pas mettre la danse, c'est pas notre priorité. Si on est célibataire et qu'on est en pleine forme, on peut mettre notre danse à priorité. Donc je vais pas juger les façons de danser des gens et chacun danse comme il peut. et Donc toi c'est pour ça qu'il n'y aujourd'hui, a pas qu'une seule façon de danser. Il n'y a pas qu'une seule façon. Il y a plein de façons de danser différentes et il y a il y a assez de danseurs pour que chacun puisse avoir son microcosme. Donc si je parle par exemple des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, ça va pas bouffer le break parce que ça va quoi, c'est quoi, c'est 8 personnes, c'est ça, qui vont être sélectionnées. ouais, ou Donc si 16, tu je prends sais les plus. 16, ouais, 16, et si tu prends les coachs, ça fait 32, donc ça va être 32 personnes qui vont vivre de ça. Et 32 personnes, c'est quoi par rapport à la masse de big-boy qu'il y a? Et en plus, ça concerne que ceux qui vont participer, ça concerne que des gens qui seront en forme physiquement, qui ont le temps de s'entraîner tous les jours, qui ont voir un coach, mais il y a plein de gens, ça les intéresse pas, ça. Mais les Jeux Olympiques, là, je fais une digression, mais je veux dire, chaque fois, j'en reviens sur ça. Je pense que les Olympiques, ça va pas tuer le break parce il y a tellement de générations de danseurs, ça va jusqu'à 50 ans maintenant, et tous ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 30 ans, dans 10 ans, ils ont 40 ans, leur façon, voilà, la danse, ça va un peu changer. Ils vont quand même continuer à danser s'ils sont dans la passion de cette danse. Et donc, il y aura toujours plein de microcosmes qui vont se côtoyer, mais c'est pas un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. C'est pas les Jeux Olympiques qui va tuer le break, Enfin, pour moi, personnellement, c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques que je vais arrêter de danser, même si je suis exclu des Jeux Olympiques. Donc, je pense que si ça marche pour moi, ça marche aussi pour d'autres personnes. Et toi, aujourd'hui, tes objectifs dans la danse, c'est quoi? C'est continuer ma progression à mon niveau, continuer à avoir du plaisir en dansant. Il y a toujours des trucs, il y a toujours des trucs à travailler en fait. Il y a toujours
des petits délires à travailler. Il y a, on a des qualités, mais on a aussi plein de défauts. C'est trouver ces défauts et essayer de les corriger et aussi continuer à échanger avec des gens. Hmm. En fait, c'est même pas des objectifs parce que si je me dis objectif, c'est comme si j'avais un plan pour la danse, pour ma pratique à moi. Alors que moi, naturellement, j'ai envie. En fait, voilà, mon objectif, c'est continuer d'avoir l'envie. Là, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'échanger avec les gens qui sont passionnés comme moi. Et je veux pas que ça change. J'ai pas envie de me dire, ouais, il faut que je trouve un objectif pour que je continue à danser. Non, faut que ça... Pour l'instant, c'est naturel. Donc, je fais des battles occasionnellement, ça me fait plaisir. Donc, je suis content comme ça, quoi. Ça me donne envie de te poser une question sur le regard que tu as de la période où tu faisais beaucoup de battles, comment expliquer? C'est-à-dire que là, tu fais partie des premières générations, en tout cas des personnes les plus âgées qui continuent de danser. Tu as 45 ans, tu disais? Ouais, 45. Ouais. Euh, t'as quel regard sur l'époque où tu étais au devant de la scène comme le sont aujourd'hui ceux qui avaient ceux qui ont l'âge que toi t'avais quand tu étais au devant de la scène? Est-ce que c'est des moments qui te manquent? Est-ce que tu y repenses avec nostalgie ou est-ce que juste tu revois de temps en temps des vidéos, tu trouves que c'était cool? Non, revois de temps en temps des vidéos, je trouve que c'était cool. Voilà, je vais pas. La scène était plus petite, hein, il n'y avait pas Internet. Donc les gens, les voyais en live. Tu peux pas avoir plus d'impact que les gens que tu as vus en live. Maintenant, en fait, tu fais un événement comme Red Bull BC One, il y a des gens du monde entier qui te voient. Et donc, tu es connu mondialement. Bah, à l'époque, tu fais des battles, mais le milieu du b-boying, c'est un petit milieu. Les gens, tu les vois que en live, donc ça n'a pas plus de répercussions que ça. Ça n'a pas plus d'incidence que ça. T'es content d'avoir commencé le break à l'époque où tu l'as commencé? Ouais, je suis content parce que c'est péjoratif ce que je veux dire. L'époque 2000, j'ai pas trop kiffé l'époque 2000 et je trouve que ça a mal vieilli les gens qui ont commencé à l'époque 2000. Ils ont dû faire marche en arrière sur plein de choses. Parce que l'époque 2000, en fait, c'est l'influence de Los Angeles, les States, quand ils ont gagné le Battle of the Year, là, les Rock Force. Et même si j'aime beaucoup Style Elements et j'aime beaucoup Rock Force, mais leur influence a fait que tout en Europe, la façon de danser, elle a changé. Vous avez commencé quand le break? Moi, j'ai commencé. Alors, moi, je suis d'une génération au-dessus de Matisse. Moi, j'ai commencé le break autour de 2004-2005. 2005 ou Donc, 2006. donc tes premières bases, c'était piston, non? Piston free sur la main, des trucs comme ça, non? Alors, pas exactement, mais en Non. effet, j'ai quand même démarré à l'époque, surtout que nous, on est de la région grenobloise, donc c'est quand même Rhône-Alpes, c'est quand même une région avec Lyon, Grenoble, qui est quand même très technique et tout. Et donc, ouais, moi, j'ai quand même, je me reconnais dans ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai démarré à un moment donné où tout ce qui importait, c'était plutôt faire des phases et des frises. Et ensuite, j'ai dû, 5-10 ans plus tard, réapprendre tout Ah, parce c'est ça. que je me suis rendu compte que la mode avait changé et que j'avais plus le droit de seulement faire de l'originalité et des frises et des phases. Donc, je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Mais, mais encore, toi, t'as commencé, c'est déjà établi, mais bon, en fait, dans les années fin 90, là, 98, 99, Rockforce, ils sont venus et ils ont commencé à amener un nouveau style basé sur le freeze et pas tellement sur la façon d'évoluer, de développer. Ce qui fait qu'il y a plein de gens en Europe, même en France, ils ont changé leur façon de danser. C'est-à-dire qu'ils dansaient d'une certaine façon, et comme les States sont venus avec une façon de danser, carrément, ils ont zappé tout ce qu'ils ont appris pour faire une autre façon de danser basée sur le freeze. En soi, c'est pas gênant pour moi parce que le freeze, il fait partie du break, mais de zapper tout ce qu'il y avait avant, genre zapper les fluidés, les footwork, mais ramener juste le point d'impact, c'est-à-dire que la façon de voir la danse, elle avait changé. C'était, il fallait que un 2 3 il fallait faire un truc impressionnant. Un 2 3 un coup de pression. Comment ils appellent ça ici? Ils appellent ça un blow-up. Un blow-up, ouais. Et en fait, le break, c'était venu que des blow-up, un blow-up, un blow-up, un blow-up. En face, un blow-up, en face, un blow-up. Et en fait, il y avait plus de trucs où tu ramenais tu, tu,
sais, moi, j'aime bien je crois que les mecs de Miami, ils appellent ça le storytelling. Tu prends un truc et tu le ramènes jusqu'à atteindre ce que tu veux atteindre, là. Enfin, jusqu'à son paroxysme. Ou tu prends, comme de la couture, quoi. Tu prends un fil, tu te fais passer dans un endroit, et à la fin, ça te forme une petite forme, quelque chose comme ça. Mais là, c'est juste, pap, le blow-up. Donc, ce qui m'a dérangé, c'est que plein de gens ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour se concentrer sur cette façon de danser-là. Et ceux qui ont commencé après, en fait, c'était basé que sur ça. Ce qui fait que moi, qu'en fait, quand j'ai fait des battles après, et que c'était la mode du blow-up, et que je faisais des cercles, c'était la mode du blow-up, bah, je me sentais, je comprenais plus, en fait. J'étais un peu perdu, là. J'étais tu sais, un peu de remise en question, mais en fait, tous ces 10 ans que j'ai passé à danser, à développer un truc, ça n'a plus aucune valeur. Parce que maintenant, la façon de danser, elle a changé. Et j'avais rencontré, là, j'en reviens au Canada, j'avais rencontré un groupe qui était venu sur Paris, qui s'appelait Flow Rock, donc ce fameux Zig. Et eux, en fait, leur façon de danser, c'était freestyle, et c'est vraiment un rapport avec la musique. Et ils s'en foutaient des blow-up. Et eux, c'était vraiment, tu rentres, ils faisaient des trucs que moi, enfin, qui n'étaient pas à la mode en France. Mais quand ils sont venus, ils m'ont dit: ah, c'est bien ce que tu fais. Tu sais, ils m'ont redonné, tu sais, dit, ah, des gens qui viennent d'extérieur, en fait, pour qui je suis pas pété. Parce qu'à cette époque-là, je te jure, nous, Créteil, là, Créteil Style, là, on, euh, on nous disait tout le temps: mais votre break, il est pas impressionnant, c'est que du tricotage, c'est que du. Tu sais, bon, voilà, c'est notre façon de danser, c'est notre façon de danser. Et finalement, ce truc-là, il est revenu à la mode. Dans fin 2000, les gens, ils ont recommencé. Bah, maintenant, les gens, ils tricotent. Donc voilà. En fait, ça fait des boucles, en fait. Ça fait des boucles. Je me suis un peu perdu dans mes explications parce que. Mais en fait, juste pour dire que le break, c'est une roue, en fait. Ouais, une roue. À chaque cadran de la roue, il y a genre technique, originalité, fondation, flow. Et en fait, hop, 10 ans après, hop, ça fait un tour complet. Hop, et après, ça refait encore un tour. Hop, ça refait encore un tour. Donc en fait, c'est comme dans la mode, c'est juste des tendances. Il y a plein de tendances, c'est juste des tendances. Mais à chaque fois que la roue fait un tour, les tendances, elles sont plus solides qu'il y a 10 ans. Donc ça devient de plus en plus solide. Mais on en revient sur si je suis content d'avoir connu les années 90. Oui, je suis content d'avoir breaké dans les années 90 parce que il y a toute mon histoire, il y a toutes mes références, tout le break que j'ai aimé, c'était dans les années 90 et que quand les années 2000 sont venus avec que la technique, tous ces gens-là, ils ont dû faire machine arrière. Ok. Mais ça, c'est simplement subjectif parce que si j'aurais commencé dans les années 2000, j'aurais dit: ah non, je suis content d'avoir commencé dans les années 2000 parce que j'ai appris la technique. Une fois que j'étais fort Ouais. techniquement, j'aurais pu, tu vois. Donc, c'est une fausse question parce que si j'aurais commencé dans les années 2010, j'aurais dit aussi: ouais, je suis content d'avoir commencé. Il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. Enfin, il y a une réponse, mais c'est super. C'est pas très objectif ce que je dis là. C'est sûr que je vais préférer les années 90 parce que ça correspond émotionnellement à ces années où je découvre le break. Et en fait, il y a la nostalgie qui nous trompe. En fait, la nostalgie, c'est une petite illusion. Des fois, on aime les choses, mais c'est parce qu'on les a connues quand on était jeune, donc on a plus d'émotions sur certaines formes de danse. C'est parce que c'est les formes qu'on a connues quand on a commencé à danser. Mais c'est pas objectif. Il y a de l'émotionnel dedans et c'est l'illusion de la nostalgie. En tout cas, ça fait du bien d'entendre cette image de la roue avec, avec les quatre points et d'avoir un historique plus dézoomé comme ça, plus global, parce que finalement, ça fait se dire que si on est en train de kiffer un truc, il n'y a même pas forcément à suivre la tendance qui est en train de changer, puisque de toute façon, ça y reviendra et que ça permet de t'en émanciper un peu. Ça me donne envie de te demander, aujourd'hui, là, on en est où dans la roue? On est à quel cadran de la roue pour toi? Ah, je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer, je sais pas. Mais j'ai l'impression que, je sais pas. C'est le truc, des fois, le truc global, on l'a pas sur le moment présent. Là, genre, 5 ans après, ah, c'était comme ça. Ah, c'était comme ça. C'est Je sais ça. qu'à un moment, il y a Stripes, il est venu, il a beaucoup changé la façon de danser, là. Le mec de Miami, là. Et tout d'un coup, je voyais plein de mini Stripes. Donc, c'est Mm. quoi? Si tu regardes bien, c'est influence un peu européenne, comment ils dansent Stripes. Parce que c'est des power moves, mais c'est ramené avec des mouvements circulaires.
Et je sais que pendant un moment, quand Machine et Luigi c'était au top, c'était le retour des Foundations. Quand c'était les Coréens qui étaient au top, c'était vraiment technique, laverie, les vrilles de ouf, qui a été initié par les Quinry avec Ruin. D'ailleurs, les Coréens, ils doivent beaucoup à Crumbs, là, qui est revenu là, dernièrement. Là. Parce qu'il y a plein de trucs où eux, ils ont développé les délires de Crumbs. Comme Crumbs, il était unique, il avait amené le truc avec les étages. Et c'est devenu une base en Corée. Après, une base dans le monde entier. Donc, Crumbs, c'est. Je sais même pas pourquoi je parle de Crumbs. En fait, c'est les idées sont. Ils vont arriver là, mais ça a aucun rapport avec ce qu'on parlait. Ouais. C'est bien, avoir 1 heure, ça sert aussi à laisser défiler les pensées. C'est cool. De toute façon, là, on est en train d'arriver à la fin de la conversation, vu que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? À un moment donné, tu as dit plusieurs fois dans la conversation, on en parlera plus tard, et je crois qu'on a à peu près parlé de tout ce que tu as dit à ce niveau-là, mais il y a un moment donné, tu as parlé des influences, et tu as dit que ça c'est un sujet à part entière, on en parlera plus tard, et tu as quand même parlé de quelques-unes de tes influences. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent importantes à dire avant de terminer? Ouais, bah, les influences principales, là, c'est pour Créteil, tous les mecs de Créteil. C'est Karim, Hassan. Vraiment, vraiment, vraiment. Et nous, quand on a commencé à danser à Créteil, on pensait que le style de break, c'était. On connaissait pas le style de New York, on connaissait pas le style des freeze. On pensait que le break, c'était du flow. Que les mouvements, ils devaient s'enchaîner, que tout. Et quand on a vu d'autres façons de danser, on dit, ah, en fait, compte. Tu sais, pour nous, c'était vraiment la version officielle de danser, c'était le flow. Parce qu'il y avait cette histoire de laboratoire, tu vois personne pendant des années. Et c'est simplement quand tu sors à l'extérieur que tu vois d'une autre façon de danser. Et qu'eux aussi découvrent des fois des trucs que tu trouvais pétés. Quand tu les vois bien faits, tu dis, ah non, finalement, c'est bien. Je me rappelle il y avait moi, quand je commençais, je faisais, bon, j'étais passé par les bases, j'avais appris les mouvements de fluidité, les phases. Mais faire que des bases, pour moi, je dis non, mais faire que des bases, c'est pour les débutants. On va pas faire que des six steps, que des 6-6, c'est pour les débutants. Jusqu'à que je rencontre des gens qui le font, mais d'une façon qui est magique. C'est-à-dire que les gars, ils faisaient des bases, mais la qualité, elle était tellement exceptionnelle que je me suis dit non, mais finalement, les bases, c'est bien. Ou des gens qui faisaient que des frises, je fais ouais, vas-y, que les frises, c'est pété, c'est que des frises. Après, quand tu vois les gens le faire, mais d'une façon qui est qualitative, tu dis non, finalement, c'est mortel finalement. Finalement, le break, ça englobe tout. Mais quand il y a trop de vocabulaire et que tout le monde passe du coq à l'âne dans sa façon de danser, c'est de la quantité, mais pas de qualité. Donc tu peux apprécier comme tu veux parce que il y a de la quantité. Mais quand il y a de la qualité, même un truc qui est anodin, c'est même un truc qui est subtil ou un truc qui est flagrant, mais s'il y a de la qualité, c'est vraiment magique. Pourquoi je parle de ça? Ah oui, je parle de ça parce que des fois, Karim, il dansait, il faisait des trucs simples, un passage grand écart, juste une coupole, mais la qualité du mouvement, en fait, elle était tellement exceptionnelle que jusqu'à maintenant, c'est dur d'avoir la même qualité. Après toutes mes nombres d'années, que je danse, c'est dur d'avoir la même qualité. Un mec comme Nabil, tout simplement se lancer le bassin, une de ses qualités de mouvement, c'était vraiment jusqu'à maintenant, quand je les regarde, c'est beau. En fait, il y a eu du break qui a vieilli et du break qui a pas vieilli. Le break qui a vieilli, c'est les tentatives ou quand la qualité n'est pas là, les trucs, quand il y a les idées mais il n'y a pas la qualité. Ce truc, quand tu le vois, c'est dépassé. Mais des fois, tu vois du break qui est dépassé au niveau des mouvements parce que c'est simple. Maintenant, c'est 1 000 fois plus compliqué. Mais la qualité est tellement exceptionnelle que quand on regarde, tu dis, ouais, c'est encore beau. Un mec comme Maurizio, si tu dis ouais, c'est juste des footwork et puis juste il fait coupole et juste il fait couronne, c'est tout. Mais quand tu regardes la qualité du mouvement, l'énergie, et c'était en 1980, fin 90, milieu 90, la qualité du mouvement, c'est tellement exceptionnel que tu dis ah, ça vieillit pas, c'est intemporel. Et des mecs qui nous ont inspirés comme Hassan ou Karim, ils ont un break intemporel. C'est-à-dire que même si au niveau des idées, maintenant on est beaucoup plus loin, au niveau de la qualité, au niveau de la sensation, quand eux ils dansaient, ils avaient tellement de sensations que ça se voyait, c'est intemporel. Et donc ça, je suis content d'avoir connu ces personnes-là et je suis content d'avoir été influencé par ces personnes-là parce que en les regardant, je kiffe encore. Hmm. Je vois pas de défauts, je vois pas de gros défauts, je vois pas de défauts Hmm. à des trucs qu'ils ont fait il y a plus de 20 ans.
Et si tu devais aujourd'hui miser, mais comme si on faisait un petit jeu, si tu devais aujourd'hui miser sur des danseurs, sur 2 ou 3 danseurs actuels qui peut-être seront regardés dans 50 ans en se disant qu'ils ont quelque chose de qualitatif et d'intemporel, tu miserais sur qui? Euh, Ah, j'aime bien Gassama. Euh, Gassama, il a une qualité de mouvement, elle est vraiment unique. Euh, Après, je vais citer des gens qui sont proches de nous, mais est-ce que ça, c'est. Tu peux, hein. On va dire qu'il t'en manque 2. Je pense que du Hata à l'époque, là, même Mmh. dans 20 ans, on va trouver ça classe. Même si Mmh. c'est simple, c'est précis, on va trouver ça classe. Gassama, on va toujours trouver quelque chose de magique dans sa façon de danser. Ok, je vais dire un truc, je ne vois pas le citer, mais je le cite quand même. Bah, je vais citer Crumbs, parce que Crumbs, c'est pas mon danseur préféré. Vraiment, je trouve qu'il est lourd, mais j'ai un gros respect parce il a influencé plein de gens et c'est fort ce qu'il fait. Mais je veux dire, là, il a fait son battle et j'ai vraiment kiffé parce que c'est la façon dont il a dansé. On sait que c'est Crumbs, t'aurais pu mettre ça aurait pu être juste une silhouette, on aurait reconnu Crumbs, on aurait il a fait tout ce qu'il faisait à l'époque, même si on voit qu'il est un peu plus long que l'époque, c'est normal. Mais juste les gens qui ont tellement une personnalité forte, moi je pourrais mettre tous les gens qui ont vraiment une personnalité forte, qui fait que 20 ans après ou 50 ans après, tu les vois et qu'ils ont le même niveau et qu'ils ont leur façon de créer leur passage ou de danser qui est propre, qui fait que tu l'as au premier coup d'œil. Donc tous les gens qui ont ça, je pense que ces gens-là vont être intemporels en fait. Parce qu'en fait, quand tu maîtrises un mouvement, quand tu as une bonne base, tu peux pas te blesser avec une bonne base. Enfin, c'est dur de se blesser avec une bonne base. Par contre, quand tu as des mouvements que tu maîtrises pas, il y a des gros risques de blessure. Donc, toutes les personnes qui continuent à danser comme musée à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une façon de danser qui est naturelle à leur corps. Si à 40 ans, 50 ans, tu danses, tu fais les mêmes choses que tu fais quand tu avais 20 ans, même peut-être pas trop les trucs qui font trop mal, mais les grandes lignes, tu fais la même chose. C'est-à-dire que c'est naturel à ton corps. Tu n'as pas besoin de forcer ton corps à rentrer dans une forme qui est pas naturelle. Je me retrouve c'est redondant ce que je dis, mais c'est-à-dire que tu as trouvé une façon de t'exprimer qui est vraiment juste, qui est indissociable de ta personnalité et de ta forme de corps et de ton énergie. Donc tous les gens qui plus tard dansent de la même façon que quand ils avaient 20 ans et qu'on les reconnaît parce qu'ils sont tellement originaux que tu reconnais leur timing, tu reconnais leur forme, leur créativité, leur façon de danser. Tous ces gens-là, ils sont timeless. Timeless, c'est quoi le mot? Ah, ça, je veux un Vandame. Bah, Ils sont c'est intemporel en vrai. intemporels, ouais, c'est ça. Je vais te, je vais te dire un nom de b-boy et tu dis-moi à quel point ça a été une influence pour toi. Parce que, enfin, quand je vous vois en fait tous les deux danser, je mets deux vidéos à la suite, j'ai vraiment l'impression que il y a eu une inspiration pour lui ou pour toi, j'en sais rien. Mais b-boy Megas. Megas, ouais. Ben, en fait, Megas, moi, je le connaissais pas avant qu'on me demande de le défier. Et quand je l'ai vu, j'ai transpiré parce que c'était en Suède là. On dit ouais, il faut que tu fasses un défi contre un mec qui s'appelle Megas. Et tu regardes la vidéo et franchement, j'ai été choqué. En fait, non, je l'avais vu. C'est pas vrai, je l'avais vu une fois sur Paris. Il était venu. Il avait fait une démo à la Villette avec c'était quoi, fin 90. Il avait fait avec New York City Breaker. Il était venu, il avait fait un passage. On l'avait kiffé. Mais je savais pas qu'il faisait toutes ces directions, ces trucs comme ça. Et moi, j'étais vraiment choqué. Et même, il y avait des trucs que lui, il faisait et que moi, je faisais. Et j'ai arrêté de les faire parce que lui, il les a fait. Genre, il faisait un truc sur un point de la coude, le point des coudes là. Moi, je ne sais pas pareil. Mais parce qu'il a fait, j'ai arrêté de le faire direct. Mais j'ai pas eu de. Même s'il y en a qui disent qu'il y a des trucs qui sont en comparaison, vraiment, on ne connaissait pas Migas quand on a commencé à travailler nos directions. Après, c'est sûr qu'après, quand on l'a vu, ça nous a influencé parce on- on- il a une sorte de timing qui est vraiment différente par rapport au style qu'à Créteil on avait fait. Nous, c'est vachement dans la linéarité.
vraiment un truc qui se déroule comme ça, comme un fil qui se déroule. Et lui, c'était vraiment avec des petits à-coups de relance, petits à-coups de relance. Et ouais, je sais pas dans quoi, mais c'est sûr qu'il nous a influencé. Ça, c'est sûr, parce que jusqu'à maintenant, son style, c'est l'un des meilleurs b-boys du monde. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas dit Migos. J'aurais dû dire Migos. Lui, son style il est timeless. Maintenant que vous me dites, ouais, son style, c'est même 20 ans, 30 ans après, son niveau, il est tellement exceptionnel. Et ouais, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Qu'est-ce que je veux dire c'est possible qu'il m'a influencé parce que mais c'est pas l'influence du genre. Tu regardes la vidéo, qu'est-ce qu'il a fait, mais peut-être dans sa manière de, de, de bouger au sol, c'est possible ouais, c'est très possible qu'il m'a influencé. Mais j'ai pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement précis où je me suis dit je vais prendre ou non, il y a pas de ça. Ça c'est sûr, je suis pas de cette génération-là et justement nous notre génération en fait, on a été traumatisés par le bite là, les anciens ils disaient tellement si tu bites t'es pété, si tu bites t'es pété que même des fois s'il y avait suspicion t'as arrêté de faire le mouvement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de suspicion. Et en plus si t'as suspicion sur un mouvement ça donne suspicion sur toute ta danse. Donc, il valait mieux retirer un mouvement que de mettre la suspicion sur toute ta danse. On arrive à la fin de la conversation et on a Ah oui, non, j'ai une question. C'est en quoi pour vous qui est similaire Créteil et Migos? Qui est-ce qui est similaire, tu veux dire? Non, c'est en quoi c'est similaire? Qu'est-ce qui pourrait être similaire, par exemple? Pour moi, déjà, vous avez beaucoup un break en changement de direction. Pour moi, il y a plein de directions, ça tricote de ouf. Et ben même comme tu disais, je trouvais qu'il y avait chez vous deux des trucs, le Spider Style. Je trouve que chez toi aussi, on peut le retrouver, moins que chez Megas, mais on peut le retrouver chez toi. Et puis, c'était quoi l'autre truc que je voulais dire? Et puis ouais, enfin juste il y avait des moves, je trouvais qui se ressemblaient. Le truc sur le coude, c'est aussi le truc sur le coude parce que j'ai regardé une vidéo de toi tout à l'heure et après j'ai vu un move de Megas et je me suis dit ah putain mais j'y avais pas pensé mais c'est vrai qu'il y a un truc entre les deux. Eh ben, ça, en fait, dès que j'ai vu le faire, je l'ai mis à la poubelle. Voilà. C'est pour ça, dès que j'ai vu la vidéo, je l'ai plus jamais fait. La personne qu'on reçoit après toi sur le podcast, c'est Promo, du coup. Et du coup, tu as la mission de nous donner soit une question, soit un sujet à aborder avec lui. Quel est le lien qu'il arrive à faire entre le battle et la façon de danser break sur scène avec la danse contemporaine? Ok. Est-ce qu'il a trouvé un lien? Est-ce qu'il a pu pouvoir trouver des ponts entre le b-boying et la scène contemporaine? Ou est-ce que c'est séparé ou est-ce que c'est segmenté? Ça marche. Et ben on lui demandera. Merci beaucoup David pour ceux qui sont pas du milieu du break ou qui te connaissaient pas parce qu'ils sont trop jeunes ou je ne sais quoi. On rappelle que ton nom du coup c'est B-Boy Laos et que sur YouTube on trouve un paquet d'informations. Donc on invite tout le monde à aller faire un tour. Et merci beaucoup pour l'heure que tu nous as accordée et bonne continuation à toi. Merci à vous, c'était cool. Yes. Merci à toi Steve. Ciao. Ciao.